Alors, dérivation, on va resynthétiser tout ce qu'on a vu lundi. En fait, finalement, lundi, on a tout vu. Là, on va juste se contenter de reposer, de redéfinir les choses en les écrivant. Alors, déjà, avant de parler de dérivation, il y a une notation qu'on a utilisée lundi, c'est la notion de limite. On pourrait appeler ça la notion de tendance. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la limite en zéro d'une fonction? La limite en zéro d'une fonction, c'est ce que devient la fonction, ce que devient f de x, quand x se rapproche indéfiniment de zéro. Voilà, on a déjà utilisé cette notation. Alors, il y a la notion elle-même et il y a la notation. Alors, on va voir déjà trois cas qui sont importants. Bon, le cas d'une fonction qui existe, qui est définie en zéro. Alors, non seulement elle est définie, mais elle est continue. Alors, la notion de continuité, je vais passer très rapidement. Une fonction est continue. Alors, vous verrez une définition plus théorique, plus complète l'année prochaine en terminale, c'est le programme de terminale. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va appeler une fonction continue. C'est une fonction dont la courbe représentative ne représente pas de cassure. Donc, concrètement, ça veut dire que s'il n'y a pas de cassure, quand x va se rapprocher de 0, alors f de x va se rapprocher de f de 0, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, de 7. Donc on va dire que la limite de f de x en 0 est égale à 7. On va le noter de cette façon-là, qui se lit limite de f de x égale à 7 quand x tend vers 0. C'est comme ça que ça se lit. Et concrètement, ça veut dire que quand x se rapproche de 0, alors f de x se rapproche de 7. C'est comme ça qu'on lit et qu'on interprète cette notation. Le deuxième cas, c'est le cas où la fonction n'est pas définie en 0. Mais par contre, c'est à part pour 0, f de x est égal à une fonction qui, elle, a une limite en 0. Alors je m'explique. Donc là, x est pour x différent de 0, f de x est une fonction définie en 0. On va juste transformer cette fonction-là. Alors, c'est vrai que si on se contente de remplacer x par 0 dans cette expression, on va trouver 0 au numérateur et 0 au dénominateur, et 0 sur 0, ça n'existe pas. Donc on va faire transformer tout ça, on va développer identité remarquable. 4 moins 4, ça fait 0, ça s'en va. X au carré moins 4x sur x. Donc là, pour l'instant, on a toujours du 0 sur 0, un nombre qui n'existe toujours pas. Ce qu'on va faire, on peut factoriser par x en haut et en bas. On peut simplifier, mais attention, pensez à toutes les précautions d'usage. On a le droit de diviser en haut et en bas par x, à condition que x soit différent de 0, sinon ça ne marche pas. Donc là, petit souci, mais c'est aussi un des intérêts des limites, c'est que effectivement x va se rapprocher de 0, c'est le principe de la limite, mais se rapprocher sans jamais atteindre 0. Voilà, c'est comme ça, c'est ça, il y a aussi ça dans la notion de limite. Alors donc, maintenant que j'ai bien simplifié, on va voir que alors, f de x, enfin x ne peut pas être égal à 0, mais quand x se rapproche de 0, x plus 4 va se rapprocher de 0 plus 4, sans jamais l'atteindre là aussi, mais ça va se rapprocher de 0 plus 4, donc ça va se rapprocher de 4, donc la même notation que précédemment. Donc la limite de f de x est égale à 4, cette fois-ci quand x tend vers 0, c'est toujours pareil, concrètement, quand x tend vers 0, f de x tend vers 4. Voilà, et on note de la même façon. Alors un troisième cas que vous avez forcément vu, mais vous ne l'avez pas formulé en tant que limite, c'est le cas d'une fonction qui n'est pas définie en 0, donc là on va prendre le cas le plus emblématique, la fonction inverse. Donc cette fonction inverse, quand x se rapproche de 0, là le résultat ne va pas se rapprocher d'un nombre fini, mais ça va se rapprocher de l'infini. Effectivement, plus x va être proche de 0, plus 1 sur x sera grand. Si je prends x égale 1 millionième, j'ai trouvé 1 sur x égale 1 million. Si je prends 1 milliardième, 1 milliard, etc., je peux trouver comme ça des nombres de plus en plus grands. Plus x va se rapprocher de 0, plus f de x va prendre des valeurs infiniment grandes. Pas seulement grandes, mais infiniment grandes. Alors, donc, la notation, on va prendre la même notation, sauf que la limite, f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. Alors, ça peut gêner certains, c'était mon cas quand j'étais à votre place, quand j'étais en première et terminale, dire que un nombre, donc c'est la limite égale à plus l'infini, alors que plus l'infini c'est un nombre qui n'existe pas, personnellement ça me dérangeait, mais bon, c'est une notation, il faut non pas interpréter ça comme une égalité, mais comme une tendance. Donc limite, ça veut dire quand x tend vers 0, f de x tend vers plus l'infini, même si on écrit sous forme d'une égalité. Donc voilà les trois cas. Alors on va bien distinguer le cas où la limite sera infinie, comme c'est le cas ici, le cas où c'est fini, c'est quand c'est un nombre, c'est ce qui sera inclus dans la définition de la dérivabilité, ce qu'on va voir ensuite. Voilà.
Voilà, alors voyons la notion de dérivabilité maintenant, de nombre dérivé. Alors, nombre dérivé, on va reprendre le même cheminement que lundi après-midi. On va faire en deux temps. D'abord, on va considérer le taux de variation. Et ensuite, on verra que devient ce taux de variation quand les deux nombres se rapprochent l'un de l'autre. Donc, entre deux nombres A et B qui sont distincts, si on ne veut pas diviser par 0 là aussi. Donc, le taux de variation, je vous en ai parlé lundi, je vous ai même précisé que c'est ce qu'on utilisait à mon époque pour étudier le sens de variation d'une fonction. F de B moins F de A sur B moins A, c'est un nombre sur un intervalle donné. Quand ce nombre était toujours positif, c'est que la fonction était croissante, elle est toujours d'ailleurs, et quand ce nombre est négatif, c'est que la fonction est décroissante. Voilà, c'est ce qu'on utilisait à mon époque pour étudier le sens de variation. Alors, une interprétation qui est peut-être plus utile à notre niveau, c'est que ce nombre, concrètement, ça correspond à la pente de la corde de la droite qui passe par les points d'abscisse A et B, les points de la courbe d'abscisse A et B, effectivement, F de B moins F de A, c'est la dénivellation, hein, la droite verticale, enfin le déplacement vertical qui est en rouge, et B moins A, c'est le déplacement horizontal en rouge, donc c'est bien la pente, le coefficient directeur de la droite. Voilà. C'est ça le taux de variation qui correspond au coefficient directeur de la corde qui passe par les points A et B. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Nombre dérivé, ben, on va prendre ce taux-là. Quand B se rapproche de A, c'est ce qu'on a fait lundi. Donc quand B se rapproche de A, donc la corde va devenir la tangente, on verra sur une petite animation qui va suivre. Et ben, le taux de variation va devenir ce qu'on appelle le nombre dérivé. On fera le lien entre les deux. Alors on ne va pas le formuler comme ça. On va juste voir la limite de B, enfin quand B se rapproche de A, on n'aime pas trop, on va plutôt remplacer B moins A par H, donc ça veut dire que B sera égal à A plus H, donc c'est une autre formulation, mais ça revient exactement au même. Si j'appelle H l'écart entre B et A, donc B moins A c'est égal à H par définition, et B c'est égal à A plus H plus l'écart. L'avantage c'est que, bon, on va calculer une limite, mais ce sera plus facile d'appréhender le cas d'une limite en 0 qu'une limite dans un nombre quelconque. C'est uniquement pour ça, comme d'habitude, hein, le 0 est toujours plus facile à manipuler en maths que tous les autres nombres. C'est le nombre le plus chiant, mais aussi le plus facile à manipuler. Donc, la définition qui va se faire en deux temps. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une fonction dérivable? Donc, dérivable, alors c'est quand la limite de ce taux de variation, alors il faut que la limite existe, mais qu'elle soit finie, justement. C'est pour ça qu'on a bien distingué avant le cas des limites finies et infinies. Il faut que la limite existe et qu'elle soit finie. Il ne faut pas que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. On verra, il y a des cas où la limite sera plus l'infini ou moins l'infini pour la racine. Donc dans ce cas-là, on dirait que la fonction ne sera pas dérivable. Pour qu'elle soit dérivable, il faut que le quotient tende vers un nombre qui est fini. Ça, c'est la notion de fonction dérivable. Alors le plus important, c'est justement le résultat de cette limite. C'est ça qu'on va appeler le nombre dérivé. Donc c'est la deuxième définition qui est la plus importante. On aurait pu regrouper les deux définitions en une seule, mais donc le résultat de la limite, alors justement oui, je l'ai écrit mais sans le commenter, donc le résultat de la limite c'est ça qu'on va appeler le nombre dérivé, et le nombre dérivé on va le noter f' de a, c'est la notation officielle, c'est pas moi qui l'ai choisi, et ça veut dire que désormais, dès que vous mettrez un prime à côté du f, ça voudra dire nombre dérivé, voilà, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas dire soit de fonction f et f', si vous mettez f', c'est que c'est la dérivée de f. Voilà, c'est comme ça, et voilà la définition. Alors, concrètement, on va reprendre, je reprends le même schéma qu'avant, sauf que je remplaçais b par a plus h. On peut imaginer, on l'a déjà fait lundi, ce qui se passe quand h tend vers 0, donc quand a plus h va se rapprocher de a, donc les deux points vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc la droite en pointillé, qui est la corde, va devenir la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Alors bon, voilà ce qui se passe donc pour l'animation. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors, quand h tend vers 0, on voit très bien apparaître voilà. Et c'est bon. Voilà comment on interprète le nombre dérivé. Alors on va faire juste un exemple pour terminer. Donc un exemple qu'on a déjà fait, mais on ne l'a pas fait comme ça, on l'a fait avec les A et les B. On va le refaire avec la définition que je vous ai donnée pour bien vous montrer que c'est beaucoup plus simple à calculer. Il y a moins de prise de tête, il n'y a pas à se poser la question de factorisation ou quoi que ce soit.
Alors, on va le faire en deux temps. D'abord le calcul du taux et ensuite la limite. Le calcul du taux, donc f de a plus h moins f de a sur h, donc on remplace f de a par a plus h au carré, f de a par a au carré. On développe le numérateur, le a au carré va s'en aller. Alors j'aurais pu factoriser par h, mais là j'ai choisi de faire de cette façon, ce qui revient au même. Dans tous les cas, on va diviser en haut et en bas par h, et donc on va trouver le 2a h sur h, ça fait 2a, et le h au carré sur h, ça fait h. Donc l'avantage de cette simplification, c'est que maintenant, je peux mieux voir ce qui se passe quand h tend vers 0. Donc quand j'ai bien calculé mon taux, je passe à la limite. Donc la limite du taux, c'est la limite de ce que j'ai trouvé, qui est beaucoup plus facile à trouver. Donc on va trouver ça se rapprocher de 2a. Donc là, dans le cas de la fonction carré, le nombre dérivé de cette fonction en a est donné par ça. On avait déjà vu quelques exemples. Et si on veut s'en convaincre, on peut tracer la parabole qui correspond à la fonction carré et voir que les tangentes qu'on peut tracer à l'aide de cette formule-là vont bien coïncider. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais m'attaquer à la vidéo suivante. Voilà.